invitée politique ce matin, c'est Raquel Garrido. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Députée sortante, désormais, la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Raquel Garrido, bonjour. Raquel Garrido, on va évidemment parler de la dissolution des législatives, de la campagne en cours, mais d'abord un mot puisqu'Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer cet après-midi. Il va donner une conférence de presse. On n'a pas encore beaucoup plus de détails, mais ce sera la deuxième fois, donc il s'exprime en moins de 48 heures. Est-ce qu'il a raison de s'exprimer à nouveau ? De toute façon, pour le moment, il est encore président. Et quand je dis il est encore président, c'est parce que vraiment, je me pose la question de savoir combien de temps ça va durer. Pas jusqu'en 2027, il y a quand même, écoutez, c'est évident qu'il est la cause de la crise dans laquelle nous sommes, de la crise politique dans le pays. Pourquoi ? Parce que les classes travailleuses de ce pays ont été absolument dégoûtées par ce gouvernement. Elles ont été appauvries. Emmanuel Macron a rendu la vie misérable des Françaises et des Français. Et c'est dans ce contexte économique que l'extrême droite a trouvé un chemin pour diviser les Français sur des questions ethniques, religieuses, d'ascendance géographique, etc. Mais la base, le terreau, c'est Emmanuel Macron. En conséquence de quoi, l'idée qu'il a eue après son échec total aux Européennes, l'échec de sa liste, qui n'a réalisé que 13%, aurait pu être, s'il avait une once d'éthique de sa fonction de pouvoir, aurait pu être de démissionner. Plutôt que de dissoudre. Ben enfin, c'est quand même lui le problème. C'est quand même lui le problème. Enfin, moi, ça me frappe à quel point... Bien sûr, nous, les députés, et puis les forces politiques de ce pays, et les Français vont se saisir de ce moment des élections législatives comme un moment démocratique, comme un moment souverain. Mais c'est quand même une difficulté institutionnelle qu'on a dans ce pays, d'avoir un chef du gouvernement, c'est-à-dire la personne qui concentre le plus de pouvoir au quotidien. Je rappelle quand même que ce gouvernement, enfin ce président, envisage de quand même mettre en œuvre la réforme, par exemple, de l'assurance chômage, alors qu'ils viennent de faire 14% aux élections. Donc, vous avez une institution, la Ve République, qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République et qui est lui-même irresponsable. Donc, oui, franchement, s'il avait une chose importante ou intelligente à dire aujourd'hui, c'est peut-être que lui démissionne. C'est sûr que ça permettrait, là, pour le coup, une véritable respiration démocratique. Quand vous avez découvert les résultats des Européennes dimanche soir, vous vous attendiez à ce qu'il prononce la dissolution de l'Assemblée nationale ou ça a été une surprise pour vous ? Vous espériez, comme vous venez de le dire, qu'il allait carrément annoncer sa démission ? Non, vous savez, le pouvoir n'est pas quelque chose qui vous donne envie de le lâcher. La Ve République, elle crée une folie monarchique. Donc ça a été une surprise pour vous quand même ? Bien sûr que c'était une folie, d'autant que Emmanuel Macron représente des puissances d'argent. Il y a les JO qui arrivent. Enfin, je veux dire, vous voyez, même la bourse, là, est dans un état... abaissé, oui. Voilà, elle baisse. Non, mais pourquoi une folie ? Parce que, là, il redonne la parole au peuple. Pardon, mais en démocratie, est-ce que c'est pas le meilleur juge ? Il redonne la parole au peuple pour choisir des députés. Vous avez l'impression qu'avec le 49.3... voilà, des triches où on fait des lois retraites sur la base de PLFSSR. Vous avez l'impression que tout se joue au Parlement. Je ne dis pas que les choses ne se jouent pas au Parlement et que ce n'est pas important. Attention, hein. Je pense que c'est très important et que le fait que la NUPES ait réalisé un score de 26% en 2022, mettant Macron minoritaire à l'Assemblée nationale, a été un point de démocratisation de ce pays qu'il faudra d'ailleurs approfondir. C'est tout l'enjeu du 30 juin. C'est de créer ce contre-pouvoir parlementaire à la concentration du pouvoir exécutif. D'ailleurs, ça doit être la marque de fabrique, je crois, de ce Front populaire qui est en train de naître. C'est que nous sommes du côté de la démocratie parlementaire contre une concentration monarchique du pouvoir. Ça va être, je pense, quelque chose de très important parce que les Français savent bien, hein, ils ont fait la manifestation contre la retraite, des millions de personnes dans la rue, 93% des Français contre Emmanuel Macron et il a quand même maintenu sa loi. Donc, pour défaire ça depuis l'Assemblée, il va falloir être fort, il va falloir que toutes ces circonscriptions aujourd'hui macronistes, là, il faut que ça passe à gauche. Il faut que ça passe dans l'escarcelle on va parler des législatives et de l'accord à gauche, Stéphane, puisque cette nuit a été trouvé un accord entre les principales forces de gauche. Oui, alors c'était la surprise hier soir, c'est allé assez vite en fait, 22h30, accord de principe pour créer un nouveau Front populaire. C'est aussi une surprise. Comment est-ce que c'est possible de s'entendre aussi rapidement après s'être aussi joyeusement entredéchiré pendant la campagne pour les européennes ? D'abord, personnellement, c'était un peu tendu quand même pendant la campagne. Je me félicite.
de ce moment vraiment qui, pour moi, est un moment historique à gauche, parce que chaque dirigeant politique, chaque parti politique est confronté à un choix politique qui est historique, c'est-à-dire c'est de préserver les intérêts de parti ou avoir à cœur l'intérêt général du pays, l'intérêt général républicain. Et là, je remercie les dirigeantes et les dirigeants de nos partis qui ont, jusqu'au moment où nous parlons, et jusqu'à hier soir, fait preuve vraiment d'une grande responsabilité, bien sûr sous la pression populaire, bien sûr sous la pression de la société civile, des syndicats. Il ne vous a pas échappé, par exemple, que ce soit Marie-Lise Léon, Sophie Binet et les autres syndicats, de nombreux syndicats ont appelé. Dès avant d'ailleurs les élections, ils étaient dans une logique d'alerte sur la question de l'extrême droite. Ça a fait pression dans ces négos. C'est évident. Le fait que François Ruffin, dès dimanche soir, appelle à la création d'un front populaire. Sans embâge à ce front populaire, là au moment où nous parlons... Lui, il a carrément dit qu'il faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que vous étiez en train de faire des conneries. Mais bien entendu. Bien entendu. Là, le site frontpopulaire-2024.fr qui a été ouvert hier, il est à 270 000 signatures en moins de 24 heures. Hier soir, il y avait des jeunes devant le siège d'Europe Écologie, enfin des écologistes, pour demander l'union. Bien sûr que cette division était absurde et cette division a provoqué une dramatisation, à mon avis un peu surjouée, des divisions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des nuances, attention, hein. Bien sûr qu'il y a des différences. Il y a des nuances, il y a des désaccords. Il y a même des désaccords. Mais vous savez, la grandeur éthique d'une gauche qui veut gouverner, c'est d'avoir la conscience qu'on gouverne avec des gens avec qui, justement, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité? Parce que Stéphane le rappelait, cette campagne, elle a été dure. Quand vous avez Raphaël Glucksmann qui dit à Manon Bry, lâchez-moi les baskets, et que 48 heures après, vous faites un accord, est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité? C'est que les baskets ont été lâchées. Qu'est-ce que je vous dis? Ça y est. Mais je veux dire, les gens qui m'expliquent, même par exemple, je vois Raphaël Glucksmann, que je félicite d'ailleurs. Hein, je pense que vraiment, je félicite Manon Bry pour la remontada des derniers jours, par l'énergie folle qui a été mise par les militantes et les militants insoumis pour aller chercher les abstentionnistes, la jeunesse, qui sont des secteurs qui sont traditionnellement auto-exclus de la vie civique. Ça, c'est une optique qui, pour moi, est très saine. Donc, bravo, merci. Mais bravo aussi à Glucksmann, qui, quand même, lui, c'est une sacrée remontada aussi. Un Hidalgo à moins de 2%, et plouf, il passe devant. Tout ça, mais il faut être bienveillant, il faut être positif. Et effectivement, quand on dit fin de la brutalisation, voilà. Eh ben, ça y est, nous y sommes. Mais juste pour être clair, Raquel Garrido, cette demande est déjà réalisée. Est-ce que le Front populaire, c'est la NUPES sans Mélenchon? Non, le Front populaire, c'est la NUPES avec tout le monde, et même plus. C'est-à-dire là, déjà, le périmètre de la NUPES... Mais on ne voit pas trop Jean-Luc Mélenchon, là. Il est en sourdine, on l'entend moins. Écoutez, je sens bien que vous avez envie de régler des comptes. Non, mais là, pas du tout. On n'a aucun compte à régler. On voudrait comprendre sur quelle base l'accord se fait. Dans un mois, Jordan Bardella pourrait être Premier ministre. D'accord? Donc, moi, je dis attention. Je ne dis pas que les désaccords, même les inquiétudes qui peuvent exister d'un côté ou de l'autre vis-à-vis du côté du voisin, enfin, ou du camarade, disparaissent avec cette élection. Je ne dis pas ça, je ne suis pas naïve. Mais je dis attention, aucune des difficultés qui sont posées à gauche, au sein de la gauche, ne peuvent être résolues si l'extrême droite gouverne. Donc je dis aux gens, gardez, séquencez, ayez vos priorités en tête. D'abord, éliminons l'hypothèse d'un gouvernement Bardella. Et ensuite, il sera toujours temps, j'espère que nous allons gouverner. Et donc, il faudra faire la démonstration concrète dans le quotidien des Français que nous sommes capables de changer leur quotidien. Nous sommes capables d'augmenter les salaires rapidement. Nous sommes capables de détricoter le plus rapidement possible les horreurs de l'épisode macroniste avec la loi des retraites, la loi assurance chômage, la loi immigration. Tout ça là-dessus, c'est très convergent. C'est très convergent au sein de la gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce pays, malgré tout ce qu'on peut penser de ce pays, la question sociale reste une question beaucoup plus décisive que la question ethnique ou xénophobe. L'extrême droite, elle ne prospère que dans l'échec de l'union de la classe, si j'ose dire les choses dans des termes plus classiques. La France est républicaine, la France est sociale. Aujourd'hui, elle a à cœur l'intérêt général écologique. Tout ça, quand on a dit qu'on a défendu les agriculteurs, les paysans, la ruralité... Sauf que ces classes sociales, aujourd'hui, elles ne votent pas pour la gauche, elles votent pour Jordan Bardella. Bien sûr, donc c'est tout l'enjeu. C'est pour ça que, de toute façon, je vais vous dire, cette dissolution, elle accélère un calendrier et une problématique qui, de toute façon, se posait au lendemain des européennes, qui est de savoir comment
on bat le Front National. Que la question se soit posée en 2027, et d'ailleurs elle se posera peut-être en 2027 ou avant, parce que compte tenu des temps que nous vivons, on ne sait pas si la présidentielle c'est 2027, c'est 2026, c'est 2025, c'est dans 15 jours, on ne sait pas. Hein. J'imagine que pendant les JO, il y aura une petite trêve, quand même. J'imagine. Mais le lendemain de la fin des Paralympiques, la bagarre reprend dans ce pays. Et donc, c'est la bagarre des consciences. Il faut que nous, la gauche, les écologistes, le mouvement social, les jeunes, mais aussi, il faut reconnaître qu'on est en retard dans la ruralité, que dans la ruralité, dans les petites villes de ce pays, moi je pense au sud de la France, la gauche a pris trop de retard. Il faut qu'elle se remette en cause aussi. C'est le moment là où ces choses se cristallisent. Et l'enjeu, c'était d'abord de s'assurer qu'il y ait une seule candidature par circonscription, une seule candidature du Front populaire. Ça, c'est dans le cas. chaque C'est le principe de base. Mais il est question aussi d'un programme de rupture sociale et écologique pour construire une alternative à Emmanuel Macron et combattre le projet raciste de l'extrême droite. Je cite le communiqué de l'annonce de la création du Front populaire d'hier. Ce programme, il reste à définir. Il vient d'où? Ce sera quoi? Est-ce que vous allez ressortir ce sera une simple ressucée du programme de la NUPES de 2022 ou complètement autre chose? C'est évident qu'une partie du travail a déjà été fait en 2022 avec les plus de 600 mesures qui avaient été décidées à l'époque. Maintenant, je pense qu'on va être sur un format plus court. Hein. L'idée, c'est quand même les 100 premiers jours. On n'est pas sur une litanie de 600 mesures. C'est quand même identifier des priorités et aussi des points de mobilisation de la société. Parce que notre principal ennemi à la gauche, contrairement peut-être à ce que certains pensent, notre principal ennemi, c'est l'abstention. Notre principal ennemi, c'est la résignation. Donc, ces points qu'on mettra en avant, comme ces mesures très concrètes qu'on réalisera là dans les 100 premiers jours, c'est ici qu'on va... Mais il y a des points qui sont plus flous. Par exemple, sur la réforme des retraites. Dans l'accord de la NUPES, c'était retour à la retraite à 60 ans. Bon, là, on est sur abrogation de la réforme à 64 ans. C'est déjà pas mal. Ça fait partie des points de désaccord. C'est déjà pas mal, Oriane Mancini. C'est déjà ce que nous demandent, par exemple, les syndicats réunis dans leur appel. C'est abrogation de la réforme des retraites. Mais vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Ça n'est pas rien. Sur le retour à 60 ans, les socialistes, ils ne sont pas forcément pour un retour à 60 ans. C'est ce qu'annonçait Jean-Luc Mélenchon il y a 2 jours ou 3 jours. C'était le programme de la NUPES, la réforme à 60 ans. Mais écoutez, moi je suis quand même pétrie vraiment du moment historique. On ne peut pas chipoter. Voilà, on ne peut pas chipoter. Quiconque trouve des excuses aujourd'hui pour justifier de ne pas se mettre ensemble est en train de filer la clé du camion à Marine Le Pen. Et ça, personne de républicain peut vouloir ça pour le pays. Je dis à celles et ceux qui hésitent, je dis à celles et ceux qui ont encore des rancœurs, pour certaines totalement justifiées, qu'il faut patienter, qu'il faut séquencer. D'abord, on élimine l'option Bardella. Et ensuite, on verra. Il va y avoir un groupe parlementaire, enfin un groupe de députés. On va voir combien on est. On va voir quelle circonscription on gagne. Quelle circonscription éventuellement on perd. Vous voyez, ça, et c'est à partir de là qu'on va construire un projet de gouvernement. On va revenir là-dessus, mais les mesures, on les décidera maintenant. Ouais. Mais ce que je veux dire, la mise en œuvre réelle d'un gouvernement. Juste un mot, parce qu'hier, Raphaël Glucksmann, il a cité le nom de Laurent Berger comme Premier ministre. C'est un bon nom pour vous? Écoutez... Alors déjà, Laurent Berger, est-ce qu'il est au courant? À mon avis... Vous lui posez la question? À mon avis, non. Je sais que Laurent Berger avait été démarché déjà depuis longtemps pour qu'il se présente pour 2027. Parce que il a toujours dit pas de politique. Il a toujours dit non. Donc, ce que je retiens de la proposition de Raphaël Glucksmann, parce que je suis, voyez, dans une optique très bienveillante, c'est de dire... Et ce qu'il veut souligner par là, c'est que ça ne suffira pas les appareils. Et que donc, il faut le mouvement social. Et là-dessus, il a raison. Et les syndicats aussi ont raison de le rappeler par leur appel. Et je souligne aussi, moi j'ai lu par exemple la déclaration syndicale de la FSU. Là, ils sont d'accord. D'abord, ils appellent à une mobilisation samedi. Il y a une manif, donc notez-le, manifestation samedi, avec le mouvement syndical, les associations. Et dans chaque circonscription, les militants syndicaux, les militants associatifs sont d'accord pour faire ce lien. Et c'est crucial, c'est décisif comme type de contribution à l'effort que nous devons faire pour battre l'extrême droite. Les syndicalistes, dans chaque circonscription, les militants associatifs, les militants écologistes du monde associatif doivent jouer aussi ce rôle de coagulation. Et donc, de ce point de vue, quand Raphaël Glucksmann dit la société, c'est elle-même qui doit entrer en scène, là-dessus, je le suis. Ensuite, l'idée même qu'il est
l'idée de proposer un Premier ministre, ça veut dire qu'il croit à la victoire, et moi, ça me va. Parce qu'aujourd'hui, il faut croire à la victoire. Oui, alors... la victoire ne peut pas venir de la droite ni des macronistes. Ils sont arithmétiquement défaits. Il ne peut pas y avoir de gouvernement de Premier ministre de droite ou macroniste au lendemain de cette élection. Ce sera soit le FN ou RN, soit nous. Excusez-moi, mais c'est aussi une manière de dire notre candidat commun, c'est plus Jean-Luc Mélenchon, comme en 2022, en fait. Souvenez-vous, faites gagner les députés de la NUPES et je serai Premier ministre. C'était le. Il y avait même une affiche, Mélenchon Premier ministre. De Jean-Luc Mélenchon en 2022. Un bon slogan, pourquoi? Parce que ça marque aussi un changement. Mais attendez, il y a un changement. Déjà, il y a un changement de moment politique. En 2022, on est sur une campagne qui est 4 semaines après la présidentielle. Donc, ce qui est la force propulsive, c'est-à-dire l'énergie qu'il fallait capter aux législatives, était l'énergie de la campagne Mélenchon. Et bien entendu que le fait de dire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ou même cette sorte d'astuce habileté qui est de dire élisez-moi Premier ministre, alors que tout le monde sait bien que les Premiers ministres ne sont pas élus. Le président de la République a le pouvoir de prendre un passant dans la rue s'il veut pour le mettre Premier ministre. C'est quand même le défaut de notre Constitution. Mais à l'époque, ça faisait sens parce que justement, c'était une continuité de ces moments de forte politisation qu'est une présidentielle. Nous ne sommes plus dans cette séquence. Nous ne sommes pas dans une séquence présidentielle. Nous ne sortons pas d'une campagne de politisation avec la présidentielle. Donc, il n'y a pas lieu d'aller chercher des figures qui viendraient de la période présidentielle. Donc, non, là, il faut qu'on sécrète quelque chose, on va dire, de sui generis de cette période post-élection européenne. Et d'ailleurs, dans la proposition qui est faite par la France Insoumise, il y a des conditions qui sont posées par la France Insoumise donc depuis 24 heures pour cet accord. Il n'y a pas la proposition de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Donc pour vous, c'est pas un préalable. Même si vous gagnez le 7 juillet, vous ne demanderez pas que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. La France Insoumise n'a pas proposé concrètement le nom de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Est-ce que vous êtes candidate à votre réélection ? Bien entendu. Vous savez, nous, on a arraché, à Drancy, on a arraché cette circonscription avec les dents. On a écarté la droite affairiste qui était là depuis 20 ans, souvenez-vous, Jean-Christophe Lagarde, dans des conditions de violence, d'agressivité, de fake news. Souvenez-vous Le Point, ils avaient fait un manège avec lui pour m'accuser d'avoir une esclave, rien de moins. Bon, bref, donc... les militantes et les militants de gauche dans ma circonscription, que ce soit Bobigny, Drancy, Le Bourget, sont déjà très ensemble depuis 2 ans. Parce que, évidemment, on craint toujours le retour de cette droite affairiste, de l'extrême droite également. Dans ma circonscription et en Seine-Saint-Denis, je prie les auditeurs de le penser. Ceux qui pensent que l'extrême droite n'existe pas en Seine-Saint-Denis. Vous regardez la Seine-Saint-Denis un peu à la jumelle. Chez moi, c'est 22% le RN. Il y aura un second tour entre moi et le RN chez moi. Donc il faut faire attention à ça. La Seine-Saint-Denis, je me permets de rappeler que c'est le département qui a le plus voté en faveur de la liste Manon Aubry dimanche. Bien sûr. Au niveau national. 37,13% et bravo pour la liste LFI. Et bravo aux militants insoumis, bravo aux habitants. Donc vous êtes quand même dans un terrain qui vous est plutôt très favorable. Oui, mais je vous répondais à la question par rapport à ma circonscription. Si vous voulez, ma circonscription, elle était réputée ingagnable. Et avec le maire de Bobigny, Abdel Sadi, que je remercie d'ailleurs pour son soutien, parce que là, il a d'ores et déjà dit on y va avec Raquel Garrido. Mon suppléant, c'est José Moury, qui est le premier adjoint de la ville de Bobigny. Donc là, vous n'êtes pas inquiète pour votre réélection ? Mais bien sûr que je suis inquiète. De toute façon, tout le monde doit être inquiet. La situation dans ce pays est extrêmement volatile. Et la division de la gauche, toute division de la gauche pourrait dégoûter les gens de venir aux urnes. Là, je pense que vous n'imaginez pas ce que c'est pour un Français racisé, un Français d'ascendance immigrée, ce que ça veut dire, ce résultat de dimanche soir. En fait, ça vous envoie le message que vous n'êtes pas aimé, que certains disent vous n'êtes pas vraiment français. Qu'est-ce que ça produit, ça ? Ça peut produire une grande apathie. Vous avez lu le livre « La France, tu l'aimes mais tu la quittes » ? C'est une réalité profonde dans le pays, ça. Les gens sont en train de se demander s'ils vont aller vivre en Espagne ou ailleurs, si leurs enfants sont en sécurité. Donc moi, je leur dis à ces habitantes et habitants de la Seine-Saint-Denis, c'est bien, on a fait des beaux scores, mais l'abstention est encore trop forte. Et donc, il va falloir que, personnellement, chaque citoyen s'engage. Engagez-vous à nos côtés. Venez soutenir cette campagne. C'est décisif. On peut tous ensemble refaire ce lien. Est-ce que tous les députés LFI sortants vont se représenter et seront réinvestis ? J'imagine que oui. La campagne, d'abord, la campagne est très courte. Donc, c'est très compliqué de faire émerger des nouvelles personnes, d'engager des négociations sans fin, etc. Deuxièmement, je vous dis, les circonscriptions de gauche sont fragiles, sont en danger, notamment les circonscriptions dans le sud de la France, la ruralité, etc. Celui qui commence à dire « pas lui, pas elle »,
Alors, vous savez qu'il y a un nom notamment qui fait débat au sein de la NUP, hein, au sein même de la NUP, c'est celui d'Adrien Quatennens. Est-ce que pour vous, il doit être réinvesti? Écoutez, je ne veux pas entrer dans cette discussion à cette heure. J'ai dit... vous avez jusqu'à dimanche pour présenter des candidats, donc il va falloir rentrer dans la discussion assez vite. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. La question du patriarcat dans le pays, dans les partis, la question du machisme, la question des discriminations, de comment on fait émerger des Noirs et des Arabes dans nos partis. Comment on fait en sorte que les Juifs de gauche se sentent bien dans nos partis. Tout ça, tous ces sujets ne seront pas purgés là. D'accord ? C'est pas là que ça va être résolu. Ces problèmes-là vont encore être tout à fait entiers au lendemain. Donc pour vous, il faut le réinvestir. Mais il faut d'abord exclure du pouvoir, enfin empêcher Jordan Bardella d'entrer. Donc réinvestir Adrien Quatennens. Je n'ai pas de pouvoir d'investiture. J'ai pas de pouvoir d'investiture. D'ailleurs, bon, ce soir il y aura de toute façon dans les partis qui ont des organes démocratiques, comme au Parti socialiste ou chez les écologistes, des réunions. Bon, à la France insoumise, ça se passe pas comme ça. Mais il n'y a pas d'organe démocratique à la France insoumise. Enfin, il y en a, mais elles sont pas nationales, on va dire. Donc du coup, là, j'ai pas moi de pouvoir militant, on va dire, d'adhérente sur les investitures. Mais ce que je sais, vous avez peut-être un avis. Ce que je sais, c'est que mon avis, c'est que là, tous les camarades députés doivent repartir en campagne, aller chercher leurs suppléantes et leurs suppléants pour repartir, ouvrir leur compte de campagne, nommer un mandataire financier, réunir des assemblées de circonscription pour débriefer ce résultat des élections européennes et bien discuter dans la société de ce que ça veut dire, associer les syndicats, les forces vives. Voilà, il faut y aller. Alors, est-ce que la dynamique que vous êtes en train de créer à gauche n'est pas de nature à inspirer la droite? Est-ce qu'après la création d'un front populaire, on ne peut pas avoir un front de droite et d'extrême droite qui se forme avec des coalitions entre le Rassemblement national, Reconquête, les Républicains ou certains Républicains débauchés à l'Assemblée? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous redoutez ou pas? L'alliance entre l'extrême droite et la droite, c'est-à-dire en fait le fait que l'extrême droite fusionne avec les forces de l'argent, parce que le lien entre l'extrême droite, le lepénisme, on va dire... C'est quoi les forces de l'argent? C'est les forces économiques, c'est les ultra-riches. L'extrême droite, il ne faut pas s'y tromper. Ils sont contre l'augmentation des salaires. Ils sont contre l'augmentation des salaires. Depuis 2 ans, à chaque fois qu'on a parlé d'augmentation des salaires, ils disent non, surtout pas, il ne faut pas augmenter les salaires, ça déstabiliserait l'économie, etc. Donc, vous avez dans l'extrême droite des puissances qui veulent la fusion entre le système financier et l'extrême droite. C'est la marque de fabrique du zémourisme. Le zémourisme, c'est d'abord une droite bourgeoise, de force aristocratique. Mais ma question, c'est aujourd'hui, est-ce que toutes ces droites peuvent s'entendre dans le cadre des législatives? L'alliance, la fusion totale de l'extrême droite avec les forces de l'argent, avec les forces antipopulaires, antisyndicales, anti-travailleurs, c'est le projet zémourien. Est-ce que des élus de droite républicaine oseront tenir tête à ce dispositif qui vient comme une toile d'araignée autour d'eux? Je l'espère. Je vous dis, je l'espère. Moi, je pense que parmi les députés de droite qui sont encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, je pense par exemple à un Le Fur en Bretagne, à un Pradier dans le sud de la France, s'ils sont encore dans l'Assemblée, s'ils ont survécu à la vague de juin 2022, c'est que leur électorat n'est pas d'extrême droite. Et il n'était pas macroniste non plus. Donc, est-ce qu'eux tiendront bon face à cette pression, une sorte de rouleau compresseur d'aspiration, je dirais même carriériste aujourd'hui, parce que l'extrême droite, c'est le nouveau place to be si on veut faire carrière. Le nombre de gens qui se figurent qui vont être ministres ou secrétaires d'État ou sous-secrétaires d'État ou je ne sais quoi en allant faire des bisous à Jordan Bardella. Je veux dire, c'est consternant. Il y a une déchéance morale de l'encadrement politique de ce pays. J'espère qu'il se trouvera des gens de droite pour y tenir bon. Merci Raquel Garrido, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. La une de Ouest France, Stéphane. Et la France repart en campagne. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Stéphane. Merci Raquel Garrido. Merci. On passe au Club des Territoires.